nous souhaitons vous inviter à une visite rapide de quelques régions caractéristiques du Honduras. Au cœur de l'Amérique centrale, riverain au nord de la mer des Caraïbes qui est une partie de l'Atlantique et au sud du Pacifique, sur une très courte côte, c'est un pays tropical, montagneux, au climat agréable en saison sèche. Tegucigalpa est située à 700 mètres d'altitude. Elle doit son statut de capitale à la volonté d'un président de la République, dans les années 1880, de traiter en une seule décision ses problèmes patrimoniaux et ses problèmes matrimoniaux. Transférer la capitale depuis Comayagua, ville centrale à la topographie favorable, jusqu'à Tegucigalpa, petite ville de province en zone semi-montagneuse, lui a permis de se rapprocher de la mine d'argent dont il était l'un des actionnaires principaux et de soustraire son épouse au quolibet de la bonne société bourgeoise de Comayagua. Un siècle plus tard, en 1975, Tegucigalpa ne comptait encore que 200 000 habitants. L'exode rural l'a ceinturé de bidonvilles à l'infini. L'aéroport est situé en pleine ville et l'atterrissage restera un moment marquant de votre voyage. Un agréable parc qui est surmonté d'un Christ au stigmate en béton, lointain cousin du Corcovado de Rio de Janeiro, fournit une vue agréable sur la ville. Le centre de Tegucigalpa est surtout marqué par la cathédrale, la place d'Armes et la statue du Libérateur, figures imposées de toute ville coloniale hispano-américaine. Vous pourrez y trouver quelques curiosités botaniques. Les manifestations d'une vie culturelle à la mesure des moyens du pays, un musée des beaux-arts, un orchestre philharmonique renaissant, mais aussi des marchés traditionnels et quelques galeries marchandes dernier cri. Les habitants de Tegucigalpa, du moins pour ceux qui en ont les moyens, préfèrent s'aérer dans les anciens villages miniers des montagnes environnantes, comme Santa Lucia, qui a gardé tout son cachet, et dont l'église abrite un tableau nécessairement miraculeux, cadeau de la couronne d'Espagne, qui voulait marquer ainsi son affection pour un village argentifère dont elle s'était approprié la production. Nous partons pour Comayagua, l'ancienne capitale, belle endormie, retournée à son statut de superbe écrin provincial. La cathédrale est superbe. Elle contient notamment une série de hauts-reliefs en bois présentant des scènes de la vie du Christ de toute beauté. Vous y trouverez l'ancien palais présidentiel, de calmes rues piétonnières et une multitude d'églises du temps de la conquête. Des places et quelques maisons intéressantes. La population est souriante. Les rues et les marchés sont animés. Et les enfants, en uniforme, s'égaillent joyeusement à la sortie de l'école. L'étape suivante nous fait pénétrer dans le territoire des indigènes Lenca, les premiers occupants du pays. C'est une région montagneuse, assez isolée, dont le chef-lieu provincial, Gracias, 6000 habitants, est la seule grosse bourgade de la région. Suivons ces gentlemen.
La route est, sur certains tronçons, en terre battue. Et à chaque halte, les enfants et les familles surgissent comme par miracle, un peu surpris car la pression touristique est encore très faible dans ces secteurs. On manie la machette dès le plus jeune âge. Comme on est aux environs de 1000 à 1500 mètres d'altitude, la production dominante est le café, qu'on voit en fleurs, en fruits et au séchage. Peu avant Gracias, une source et des bassins thermaux fournissent une halte bienfaisante. Gracias est situé au pied du sommet du pays, le mont Selaque, qui culmine à 2850 mètres et dont la chaîne constitue un des grands parcs nationaux. L'espèce dominante y est le pin, qui est l'arbre national du Honduras. Gracias est pittoresque, semé d'églises. De rues aux moyens de transport les plus divers. Voici le futur musée ethnographique, il est en cours d'aménagement. Il donne sur une place aux arbres impressionnants, comme ce ceibo. Depuis le fort Saint-Christophe, qui domine la ville, on peut admirer les levers et les couchers du soleil. Ce matin, nous prenons notre petit déjeuner chez Doña Lisbeth. Turismo Amigable, notre tour opérateur local, l'a incité à accueillir des groupes pour un petit déjeuner reconstituant et qui lui permet aussi de vendre un peu d'artisanat. Notre passage équivaut à 1 mois de son salaire d'agent hospitalier à mi-temps. Par petites touches, le tourisme équitable fournit des ressources en essayant de n'être ni pesant ni polluant. C'est dimanche, jour de la Saint-Mathias. C'est la fête patronale à la Campa. Il ne faut surtout pas manquer ça. Tout est bon pour y aller et la route n'est pas très large. Mais on y arrive quand même. Il y a grand foule. Et l'on se presse sur le parvis de la splendide église. Trois heures de queue sous le soleil, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, pour accéder à la communion. On se restaure comme on peut. On y vend un peu de tout. Symphonie de couleurs et de bruits. Faisons un tour chez Doña Desideria, la potière. En guise de tour, un incroyable tour de main. Et la pièce apparaît et s'affine sous les yeux d'une mère heureuse d'avoir su transmettre son savoir-faire. L'étape suivante nous conduira à Copan. En cours de route, vous prendrez bien un fruit. Banane, coco ou ananas. Nous voici sur les rives du magnifique lac de Lloroa, où l'on semble pêcher dans les prairies. Un ponton vous invite au farniente, puis à la gastronomie. À Pulanzapac, vous prendrez bien une petite douche. Et nous voici à Copan, petite bourgade, proche du Guatemala, et célèbre site archéologique maya, qui dispose d'un parc animalier exceptionnel. Prenons le temps de flâner en ville, à la tombée de la nuit, et d'en sentir la douceur. Demain, nous irons d'abord au parc des oiseaux. Le guacamayo nous étonne par ses couleurs chaudes. Sous l'œil attentif de Lara,
On y trouve même des papillons et des toucans. Et voici les oropendules dont le nid pend comme une longue chaussette. Copan a été l'une des villes-royaumes majeures de la civilisation maya. Elle s'est développée du 1er au 9e siècle, puis déclina brutalement pour être complètement enfouie sous la jungle au XIIe siècle. Les fouilles conduites en ont fait le site maya le plus étudié au monde, et pourtant on estime avoir fouillé 20% de la surface de la ville. Une partie des ruines est insérée dans la forêt. Mais les cours principales ont été totalement dégagées. On y trouve notamment un splendide escalier hiéroglyphique, de nombreuses stèles, des autels. La qualité des sculptures est vraiment exceptionnelle. Parmi les zones habituelles dans les villes mayas, un jeu de balles, sorte de stade rituel où s'affrontaient deux équipes autour d'un ballon en caoutchouc qu'il ne fallait toucher ni avec les membres supérieurs ni avec les membres inférieurs. Pour simplifier les choses, le capitaine de l'équipe gagnante avait l'honneur d'être sacrifié au dieu la tête sur ce billot. Quittons ces mœurs un peu rudes pour sacrifier à la douceur des Caraïbes. Tela est un ancien port exportateur de bananes. La ville est un peu assoupie. Et la plage porte au farniente, ou à la peinture impressionniste. Tela commande l'accès au parc naturel de Punta Sal, morceau de paradis préservé au sacrifice de sa vie par une écologiste américaine. Une vedette vous dépose sur la plage de cocotiers où nichent nos amis les oropendules. Baignade et plongée sur les splendides coraux, promenade sur un sentier botanique et animalier, attention à l'arrosage. Il nous conduit jusqu'à une anse de flibustier. Retour pour déjeuner à la paillote d'une famille de pêcheurs, une bien belle journée de détente. Tela dispose d'un gigantesque parc botanique qui présente d'innombrables espèces, en particulier des bambous, et une grande variété de palmiers. Tout près, Triunfo de la Cruz est peuplé par une communauté de Garifuna qui a su conserver langue, culture, habitat et danse de leurs ancêtres africains et caraïbes. Wow.
Ils vous entraîneront dans leur danse, dans la douceur de la nuit caraïbe.